Le consentement, il n'est pas figé, c'est vraiment quelque chose qui est évolutif et surtout pour les personnes en situation de handicap parce qu'on ne leur a pas toujours demandé leur avis. Alors mon parcours, moi je suis infirmière diplômée depuis 2016. J'ai commencé ma carrière en tant qu'infirmière en psychiatrie. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs secteurs avec les adolescents, les enfants, les adultes, dernièrement en CMP. C'était au tout début de ma carrière en tant qu'infirmière. J'ai commencé dans un pavillon pour adolescents, une hospitalisation séquentielle pour ados. Premier jour, premier soin, il y a un jeune qui m'a interpellée et qui m'a parlé d'une situation qui était assez compliquée, même problématique pour lui. Il avait besoin d'en discuter, il vivait les choses assez difficilement. Et par la suite, on a des réunions cliniques en psychiatrie. Et là, j'ai commencé à parler de cette situation et j'ai compris que ça allait être compliqué. Je me suis pas forcément sentie soutenue ni accompagnée cliniquement par mes collègues. Là, j'ai compris. Je me suis dit que la psychiatrie et la santé sexuelle, c'était pas forcément évident. J'ai senti un gros tabou. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à cheminer, réfléchir et que je me suis dit qu'il fallait que je me forme moi-même parce que j'avais pas forcément eu les réponses et les clés pour pouvoir accompagner ce jeune. Voilà, ça s'est imposé à moi. J'ai, avec une collègue, monté un groupe en santé sexuelle pour pouvoir parler des notions de consentement, de santé sexuelle, d'anatomie avec des personnes en situation de handicap psychique. Le premier groupe, c'était un groupe de femmes, un groupe de parole. On avait réuni plusieurs personnes qui, selon nous, étaient en difficulté avec toutes ces questions-là ou qui étaient en situation de vulnérabilité par rapport à leur santé sexuelle. On a commencé par recueillir ce qu'elles attendaient. Ce qui venait dans un premier temps, c'était les bébés, la grossesse, la maternité. On a commencé par faire toute une première séance autour de l'anatomie. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des fausses croyances, une sorte de mystère autour de tout ça, des zones un peu de méconnaissance. Et c'est vrai que petit à petit, en expliquant, en posant les mots, des situations ont commencé à émerger. Et là, ça a fait une dynamique qui a été super chouette. C'est vrai qu'avec la pathologie aussi, il y a des difficultés de lecture chez l'autre, de ses intentions parfois. En termes de corps, de limites corporelles, ça chamboule un peu tout ça. Et là, pouvoir poser des mots, apporter des explications, ça les a pas mal aidés, ça les a aidés aussi à s'affirmer. On a aussi parlé de la législation, le droit, elles étaient aussi pas mal en difficulté et les interdits. C'est vrai que c'était assez compliqué, il y en a beaucoup qui étaient prises aussi dans des situations d'emprise, des situations de violence et elles n'avaient pas forcément décodé que c'était des situations de violence. On les a vues évoluer et même petit à petit, certaines zones comme le hall, les couloirs, elles prenaient vraiment leur place. Il y en a une qui a quitté le groupe. Apparemment, c'était trop compliqué pour elle parce qu'elle avait vécu des situations de violence sexuelle dont elle n'avait pas forcément parlé et elle a pu en parler suite à ça. Alors les premières séances, elles étaient un peu gênées. Après, avec ma collègue, on avait quand même posé un cadre qui était très sécurisant. On a essayé vraiment de préparer toutes nos séances pour faire les choses bien, donner vraiment des bonnes informations, que ce soit un groupe qui puisse leur servir au maximum. Finalement, elles sont venues nous chercher sur des choses aussi plutôt basiques, comment on rentre en lien avec l'autre. Ce qui était très fort et très puissant, c'est qu'aussi elles nous ont livré des situations qui étaient des situations de violence qu'on a pu reprendre avec elles. Je crois à partir de la 4e séance, sur un jeu de photo-expression, ça a fait vraiment comme un crew où elles disaient non, ça on veut plus. Elles étaient vraiment hyper solidaires, hyper en lien les unes avec les autres et pourtant c'est pas forcément facile de créer une dynamique de groupe, surtout sur un sujet aussi intime. Il y en a une d'elles qui par la suite a reçu des photos intimes, des dick pics et elle a pu en parler à une autre collègue. On s'est dit que ça n'avait pas servi à rien, qu'elles ont pu s'en saisir pour par la suite pouvoir poser leurs limites et justement faire respecter leur consentement. Le consentement, il n'est pas figé, c'est vraiment quelque chose qui est évolutif et surtout pour les personnes en situation de handicap parce qu'on ne leur a pas toujours demandé leur avis. Il y a beaucoup de situations où leur
consentement n'était pas forcément sur le devant. Leur demander d'un coup de consentir, au final des fois c'est un peu compliqué parce que elles n'ont pas les clés et elles n'ont pas les outils pour vraiment pouvoir s'autodéterminer. C'est des personnes en tout cas pour les femmes qui écoutent, qui sont pas hyper sûres d'elles et aussi qui sont beaucoup en recherche d'amour, d'affection, et donc toutes ces notions-là, ça s'apprend, c'est un peu comme l'autodétermination, mais c'est pas inné, surtout pour des personnes qui ont un handicap, et un handicap psychique aussi. Déjà, le consentement, on explique la définition et surtout les clés de lecture. Est-ce que la personne peut reconnaître la personne qu'elle a en face d'elle? Est-ce qu'elle n'est pas dans une situation ou une période aiguë de crise par rapport à sa pathologie avec une décompensation? Et est-ce que la personne est en mesure aussi de mesurer les conséquences de ses actes et de son consentement? Après, c'est pas parce qu'une personne ne peut pas s'exprimer qu'elle ne peut pas consentir. Des fois, on peut entendre dans certaines institutions ah non, il peut pas consentir, c'est non, c'est interdit. Alors que il y a des nuances, tout est appréhendé au cas par cas et à réévaluer au fur et à mesure du temps et de chaque situation. Ça a été un projet déjà de base, parce que arriver dans une équipe de soins avec toutes des fois les difficultés qu'il peut déjà y avoir en psychiatrie institutionnelle et dire je vais faire un groupe qui parle de sexualité, il faut déjà avoir un projet qui est bien ficelé, bien calé. Les femmes avec une psychose et en situation de déficience intellectuelle, ça a été le premier groupe, la première indication. Et après, par la suite, on avait pour idée de faire un groupe pour les jeunes et ensuite pour les hommes. Alors les spécificités, c'est la vulnérabilité déjà qu'amène la maladie. Pour faire respecter son consentement, c'est, je pense, un peu plus compliqué parce qu'elles sont beaucoup en demande généralement d'amour, d'affection. Il y a des personnes, des fois mal intentionnées, qui vont venir les solliciter, les chercher. On sait aussi que les personnes en situation de handicap ont 7 fois plus de chances de subir des agressions sexistes et sexuelles. Je l'ai vu sur le terrain. Dans le groupe, toutes ces femmes avaient subi des agressions. Elles avaient un parcours quand même traumatique. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas forcément à s'entourer de bonnes personnes. Il y a des personnes qui sont des prédateurs et qui viennent au contact de ces personnes pour leur proposer de l'argent, des cadeaux, de l'affection contre des faveurs sexuelles. Il y en a beaucoup qui, dans la rue ou à l'arrêt de bus, se faisaient des fois interpeller et qui donnaient facilement leur numéro. C'est des personnes aussi qui sont vulnérables et il y en a beaucoup qui avaient tendance à faire confiance et qui faisaient des fois entrer certaines personnes qu'elles ne connaissaient pas dans leur vie intime. Et aussi, quand une personne est dépendante, c'est vraiment une vulnérabilité qui est accrue. Et puis la vulnérabilité aussi psychique, la vulnérabilité physique, la vulnérabilité relationnelle. C'est vrai que c'est des personnes qui sont beaucoup plus à risque. Les exemples, il y en a plein parce que c'est souvent des personnes qui viennent nous livrer des situations, ce qu'elles ont vécu, surtout quand on a montré que la porte était ouverte du côté professionnel. Par exemple, il y a une personne que j'ai en tête particulièrement. Elle vivait chez sa sœur à ce moment-là. Sa sœur hébergeait un monsieur. Et ce monsieur lui proposait d'avoir des rapports sexuels avec lui contre de l'argent. Patiente, elle accédait à cette demande parce qu'elle avait une addiction au jeu de grattage. C'est vrai que c'est problématique parce que l'addiction, elle pousse à des fois sortir du consentement, tout ce qu'on appelle la zone grise. Mais pour une personne justement vulnérable en situation de handicap et avec une déficience, il y a un rapport vertical et quand même de domination par rapport à cette personne qui était en possession de ses moyens. Là justement, c'est tout l'accompagnement autour de ça. Suite à ça, la patiente a pu en parler à sa sœur. Sa sœur a viré carrément cette personne de chez elle. Ça a été radical. Une fois qu'elle a pu en parler, elle a pu déjà refuser. En parler, je pense que ça l'a aidée à prendre conscience, mais elle avait déjà les ressources en elle. Les méthodes, ça va être par la parole, en tout cas pour ce groupe de femmes parce qu'elles avaient accès à ça. Sinon, il existe plein d'outils, des jeux, des livrets, des pictos en santé sexuelle pour avoir une base. C'est vrai qu'un outil, ça va vraiment pouvoir se moduler, pouvoir s'adapter et c'est une base à la parole. Nous, on l'a utilisé beaucoup pour faciliter l'expression. Parce que c'est vrai qu'arriver face à quelqu'un et lui dire parle-moi de ta santé sexuelle ou ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, ou il existe ça, c'est compliqué, ça se passe pas comme ça. Et justement pour faciliter l'expression, on peut utiliser du photolangage, des images, des jeux, des outils. Ce que je montre généralement, ça va être des planches anatomiques inclusives.
C'est vrai que ces images, ça peut faire parler et ça peut justement montrer les différences anatomiques. Chaque participante, en tout cas du groupe, est repartie avec un livret en falque où il y a justement les droits, des explications, le consentement. C'est à chaque personne qui souhaite mener une action en santé sexuelle et qui souhaite en parler, d'avoir ces outils, de pouvoir les appréhender pour transformer tout ça en jeu et pouvoir le rendre interactif, parce que c'est un sujet qui est assez compliqué à aborder. Je dirais pas des obstacles, mais des doutes, des freins par rapport aux collègues qui me disaient « Ah, mais comment tu vas gérer ?» comme s'il allait y avoir un flot de personnes et de sexualité qui allaient s'abattre sur moi. Quand j'ai présenté le projet dans un premier lieu, ça a pu susciter des réactions un peu d'étonnement parce que ça s'était pas forcément fait dans le service. Et puis avec la pathologie, toutes les problématiques qu'il peut y avoir en psychiatrie, ça semblait compliqué à mettre en place, mais finalement ça s'est fait et j'ai été hyper soutenue par l'équipe et les collègues. Des fois, en psychiatrie, ça semble pas le sujet numéro 1 parce que il y a des baisses de budget, il y a beaucoup de choses, beaucoup de violences. Donc, faut y croire et faut essayer d'être convaincante parce qu'en fait, c'est hyper important pour les gens qui puissent s'en saisir. La suite des groupes, on m'a proposé aussi de faire des petites interventions dans certaines équipes où il y avait une problématique en santé sexuelle qui s'était posée et où ça posait débat dans les équipes. Et suite à ça, en fait, j'ai eu l'opportunité avec l'Institut régional Jean Bergeret et un collègue qui m'a proposé de créer et de monter une formation à destination des soignants en santé sexuelle. Il faudrait que chaque personne dans son unité, chaque personne qui le souhaite, puisse mener aussi des interventions et puisse accueillir les besoins en santé sexuelle et au moins accueillir la parole, connaître toutes les structures, le tissu associatif qu'il peut y avoir autour de ça. Parce que c'est vrai que les personnes et le public vont en parler préférentiellement à ces soignants de proximité. On a su par la suite qu'il y a des soignants qui attendaient cette formation depuis longtemps et c'est là qu'on a créé une formation en santé sexuelle pour l'hôpital et toutes les structures médico-sociales autour de cet hôpital qui faisaient partie de la même fondation. Ça a été tout un travail de déconstruction. En tant que soignant, on a beaucoup de représentations, parfois des clichés par rapport à la santé sexuelle. Ensuite, il va y avoir des apports théoriques, des mises en situation, des outils, tester les outils qu'on peut proposer par rapport aussi au public. Parce qu'en fait, dans ces formations, il y a des personnes qui travaillent dans le médico-social, dans plusieurs établissements, travaillent au contact de personnes qui ont des difficultés totalement différentes, qui ont accès à la parole ou non, qui ont une pathologie psychique ou non. On essaye d'adapter à 100% les outils et de leur proposer vraiment du concret, qu'ils puissent l'utiliser dès le retour de la formation et pouvoir aussi réorienter les personnes. On n'en parle pas, c'est tabou, mais chaque personne, chaque infirmier, chaque éducateur, chaque personne qui soit dans le soin ou dans le médico-social a été confrontée à des situations problématiques en santé sexuelle et sur le terrain. On a beau mettre sous le tapis, au bout d'un moment, la sexualité, elle émerge et c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Et en fait, la formation, elle se co-construit parce que les personnes ont beaucoup de choses à dire et les professionnels ont beaucoup de situations, beaucoup de choses à dire et ils ont déjà mis en place des choses, mais ce qui manque, c'est le cadre, vraiment avoir un langage commun. Depuis quelques années, surtout grâce à la stratégie nationale en santé sexuelle et les recommandations de bonnes pratiques de l'HAS, en tout cas dans le milieu du soin, c'est un peu sur ça qu'on se repose, qu'on se base pour que ce soit les interventions en santé sexuelle, comment gérer les situations et comment communiquer autour de ça. Ça nous a donné un cadre, ça nous a donné une légitimité, ça nous a donné aussi une marche à suivre. Ça a changé, oui, il commence à y avoir des choses qui sont mises en place, des formations, des groupes qui sont mis en place dans les établissements de soins ou médico-sociaux. Généralement, en sexualité, en santé sexuelle, on se renvoie la balle. Non, c'est pas à moi d'en parler, c'est à tel, non, c'est pas à moi. Non, chaque personne peut accueillir, chaque personne peut montrer une ouverture, si elle se sent, bien sûr, en respectant ses limites.
Et en fait, ne pas parler de consentement pour ce type de public, c'est déjà fermer une porte. Parce que souvent, c'est des personnes qui n'ont pas eu de l'éducation à la sexualité, qui ont des fois eu un parcours avec une vie dans la protection de l'enfance, en institution. Et quand ça n'a pas été parlé, quand ça n'a pas été nommé, déjà, ça peut être une forme en fait de violence, parce que la personne, il se passe des choses, que ce soit interne, biologique. Et en fait, quand il n'y a aucun mot qui a été mis dessus, quand la personne ne connaît pas anatomiquement les vrais mots, quand il y a tout un flou autour de ça, ça peut être aussi hyper violent pour les personnes. Et justement, oser en parler, c'est un premier pas. Après, il y a des freins. Déjà, le premier frein, ça va être des freins institutionnels. Les personnes qui vivent en institution, des fois, c'est compliqué d'avoir accès à une vie intime, une vie affective aussi et sexuelle. Il y a une association d'ailleurs qui s'appelle des Dévalideuses qui sont pour la désinstitutionnalisation. Elles sont très engagées, elles ont beaucoup d'arguments. Ça va être aussi des fois la censure des professionnels, l'autocensure des personnes en situation de handicap qui des fois ne vont pas oser et vont penser que c'est pas forcément pour elles toutes ces questions. Ça commence à bouger, ça commence à gronder, on va dire. Là, il y a des besoins, il y a des personnes qui de plus en plus vont revendiquer en fait cette liberté fondamentale et revendiquer leurs droits. Et elles ont raison. De plus en plus de personnes vont vouloir se former, que ce soit au niveau des professionnels, au niveau des usagers ou des patients. Moi, pendant mes études, j'entendais beaucoup il faut accompagner les personnes dans sa globalité. La globalité, c'était, oui, soin global, mais sans la vie intime, affective et sexuelle. On travaille en psychiatrie, on sait qu'il y a des personnes qui sont exploitées sexuellement, on sait qu'il y a des personnes qui sont agressées sexuellement, qu'il y a des personnes qui sont violentées, et en fait, on n'en parle pas. Il y a des personnes qui sont aussi victimes d'emprise. Toute en fait cette zone et toute cette vie et toute cette existence de vie intime, affective, tout ce cercle va pas être pris en compte. Et en fait là justement, il y a vraiment une volonté de prendre en charge la personne dans sa globalité en incluant la vie intime, affective et sexuelle. Et ça, c'est hyper important.